Le fils de la femme de ménage décrocha un appel provenant d'Allemagne. Il n'avait que 12 ans. Il ne devrait pas être là. Il attendait simplement que sa mère termine son service. Quelques minutes plus tard, le plus gros contrat du millionnaire du SEO était sauvé. Et cela changea tout. Sophie ajusta ses gants pour la 3e fois avant de quitter la maison. Ce n'était pas de la nervosité sans raison. Le service supplémentaire de jour se passait toujours mal. La nuit, elle passait presque inaperçue. De jour, tout était plus exposé. Les regards, les exigences, le risque. Louise observait sa mère en silence, assis à la petite table de la cuisine, son sac à dos posé entre ses pieds. 12 ans, trop de calme pour son âge. Il tenait un cahier à la couverture usée, de ceux qui n'attirent l'attention de personne. Et il ne le souhaitait pas. « C'est juste pour aujourd'hui », dit Sophie sans regarder son fils. La femme de ménage habituelle était absente et ils avaient demandé un renfort. « Il y a une réunion importante là, Bas ?» Louis hocha la tête. Il ne posa aucune question. Il avait déjà appris que les questions ne payaient pas les factures en retard. L'immeuble de l'entreprise se dressait, imposant, de loin. De hautes vitres, une façade miroitante. Des gens entraient pressés, comme si le temps y était plus précieux que partout ailleurs dans la ville. Sophie prit une profonde inspiration avant de franchir la porte tambour. Dans le hall, l'air conditionné était trop froid. Le gardien de sécurité demanda la carte, vérifia le nom, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua Louis. « Il va rester avec moi », dit Sophie rapidement avant qu'il ne parle. L'homme fronça les sourcils. « Il ne peut pas circuler. Qu'il reste dans un coin et qu'il ne touche à rien. » Sophie le remercia plus que nécessaire. Louis ne dit pas un mot. L'ascenseur monta en silence jusqu'à l'étage des services. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'ambiance était déjà autre. Des gens marchant vite, des voix tendues, des gobelets de café accumulés sur des tables de fortune. Ce n'était pas un jour ordinaire. « Reste là. » Sophie désigna une chaise contre le mur du couloir. « Ne te lève pas. Ne parle à personne. » Louis s'assit docilement, posa son sac à dos sur ses genoux et ouvrit son cahier plus par habitude que par envie. Les pages étaient remplies de notes simples, de mots isolés, de quelques phrases courtes que personne ici ne reconnaîtrait. Elles étaient en allemand, la langue que Mamie Manon lui avait apprise depuis tout petit. Sophie poussa son chariot de ménage avec précaution, essayant de ne faire aucun bruit. Malgré tout, une femme en talons hauts passa rapidement et lui lança un regard dur. « Ce n'est pas l'heure du ménage », protesta-t-elle sans s'arrêter. « Excusez-moi », répondit Sophie en baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une grande salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des hommes et des femmes bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. L'un d'eux faisait les 100 pas, son portable à la main, l'expression fermée. Étienne Dubois ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence faisait le travail à sa place. « Aujourd'hui, ça ne peut pas mal se passer », dit-il sèchement. « Si ce contrat tombe, les conséquences seront graves. » Personne ne répondit, ils se contentèrent d'acquiescer. Sophie nettoyait le sol près de la porte fermée quand elle entendit des mots isolés s'échapper de la salle. Allemagne. Confirmation, délai. Elle ne comprenait pas le contexte, mais elle en sentait le poids, le genre de poids qui rend l'air plus dense. Louis écouta aussi. Pas tout, juste assez pour percevoir que quelque chose de sérieux était en jeu. Il baissa les yeux vers son cahier à nouveau. Passa ses doigts sur un mot écrit au crayon, presque effacé. Quelque chose que sa grand-mère répétait souvent à la maison, avec un accent marqué et un sourire triste. Louis referma lentement le cahier. Le chariot de ménage fit un bruit plus fort en passant sur un joint du sol. « Vous pourriez faire plus attention ?» Quelqu'un protesta du fond du couloir. « Oui, monsieur », répondit Sophie, pressée. Elle sentait son corps se tendre. Toute erreur ici semblait plus grande qu'elle ne l'était vraiment. Tout faux pas pouvait coûter le service ou l'emploi. Un cadre sortit de la salle de réunion, parlant au téléphone, le visage rougi, et faillit percuter Louis. Il s'arrêta en le voyant assis là. « C'est une garderie maintenant ?» commenta-t-il à voix haute, suscitant des rires inconfortables chez ceux qui passaient. Sophie entendit, fit semblant de rien. Louis sentit son visage s'échauffer, mais ne réagit pas. Il baissa simplement la tête. À l'intérieur de la salle, la tension augmentait. Des papiers éparpillés, des gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps était écoulé. Étienne frappa la table une seule fois. Si personne ne résout ça, ça ne sert plus à rien de faire de beaux discours. Le silence qui suivit fut pesant. Sophie reçut alors un ordre rapide. « J'ai besoin que vous nettoyiez cette zone de support immédiatement. Il va y avoir du mouvement là-bas. » Elle hocha la tête et poussa le chariot vers l'espace indiqué, près des bureaux les plus importants. Louis se leva de la chaise
et la suivit à quelques pas, comme sa mère le lui avait enseigné dès le matin, sans attirer l'attention, sans prendre de place. Le couloir semblait plus petit ici, plus étroit, plus surveillé. L'air charriait une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Louis s'appuya contre le mur, observant. Sophie nettoyait vite, le cœur battant la chamade. Aucune des deux ne savait exactement quoi, mais toutes deux le sentaient. À cet étage, quelque chose d'important ne tenait qu'à un fil, et elles étaient juste au milieu, même sans être vues. L'étage des cadres supérieurs semblait mal respirer ce matin-là. La climatisation fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Des gobelets de café s'accumulaient sur les tables sans être touchés. Des écrans allumés montraient des graphiques et des chiffres que personne n'avait le temps d'analyser calmement. L'horloge murale avançait cruellement. Étienne Dubois entra dans la salle de réunion sans saluer personne, enleva sa veste, la laissa sur la chaise et posa ses mains sur la table de verre. « Reprenons », dit-il directement. « Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Personne ne répondit. Ils commencèrent simplement à bouger. Une analyste ouvrit les diapositives, un autre cadre réorganisa des documents imprimés, un troisième ajusta le projecteur, comme si cela allait résoudre quelque chose. Le problème n'était pas le matériel, c'était le temps. L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, continua Étienne. Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit nous concluons, soit ils vont chercher un autre partenaire. L'interprète a confirmé ? Demanda quelqu'un avec prudence. Étienne lança un regard dur. Il a dit qu'il serait disponible. Il a foi dit. Ce n'était pas la même chose que il est. Tous le savaient, mais personne n'osa le dire à voix haute. En dehors de la salle, Sophie nettoyait le sol avec des mouvements rapides. Le chariot grinçait faiblement, mais cela semblait trop fort dans cette ambiance tendue. Elle passait le chiffon et faisait semblant de ne pas entendre, mais les voix traversaient le verre. La marge est correcte ? Si on remet en question la clause, on est exposé. Le service juridique a déjà revu ça. Sophie ne comprenait pas les termes, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même ton que lorsque l'argent manquait, que lorsque le mauvais choix coûtait cher. Louise observait de loin. Appuyé contre le mur, il sentait que ce n'était pas un jour ordinaire. Les gens ici ne parlèrent pas fort, mais ils parlèrent avec urgence, comme si tout retard pouvait faire s'écrouler quelque chose de trop grand pour être reconstruit. Un cadre sortit de la salle pressé, le portable à l'oreille. « Je n'en ai pas besoin maintenant », dit-il, essayant de contrôler sa voix. « C'est aujourd'hui, ça ne peut pas être plus tard. » Il raccrocha frustré et rentra à l'intérieur. L'interprète ne répond pas, informa-t-il à voix basse, mais suffisamment audible. Étienne ferma les yeux pendant une seconde, une seule. Quand il les rouvrit, l'expression était encore plus dure. « Le motif ne m'intéresse pas, dit-il. Trouvez quelqu'un. On peut essayer le service externalisé, suggéra une femme assise au fond. J'ai déjà essayé, répondit un autre. La centrale est hors service. Un silence inconfortable s'installa. Alors, improvisez, dit Étienne. Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel allait avoir lieu. Nous parlons anglais, essaya quelqu'un. Étienne inclina la tête, impatient. Ils ne veulent pas d'anglais, ils veulent de la clarté, et ils la veulent en allemand. Dans le couloir, Sophie s'éloigna un peu de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse, elle ne voulait pas paraître présente. Elle avait juste besoin de finir son travail. « Vous faites trop de bruit », protesta un homme en passant devant elle, pointant le chariot. « Excusez-moi », dit Sophie une fois de plus. Louis serra les poings à l'intérieur de son sac à dos, ne dit rien. Dans la salle, la tension augmentait à mesure que le temps passait. Quelqu'un ouvrit un email récent et lut à voix haute, traduisant à la volée. Ils disent qu'ils doivent confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. Étienne s'appuya à nouveau sur la table. « Écoutez bien », dit-il d'une voix ferme. « Si ce contrat tombe, ce ne sera pas juste un chiffre dans le rapport. Il y aura des coupes. Il y aura des conséquences. Personne ne bougea. Je ne le répéterai pas, ajouta-t-il. Dehors, Sophie sentit son estomac se serrer. Cette phrase ne lui était pas adressée, mais elle la frappait tout autant. Coupe, conséquences, des mots qu'elle connaissait trop bien. Un cadre passa en courant dans le couloir, faillit percuter Louis. Il ne s'excusa même pas. Louis se recroquevilla un peu plus contre le mur. « Maman !» appela-t-il doucement. « Pas maintenant !» répondit Sophie sans regarder. Louis ouvrit lentement le cahier, pas pour étudier, juste pour se calmer. Il parcourut des yeux quelques mots écrits à la main. Des souvenirs d'après-midi passés chez sa grand-mère. Des sons familiers, des intonations qui ne collaient pas avec cet immeuble, mais qui insistaient pour exister. Dans la salle, quelqu'un testa le haut-parleur du téléphone. Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être coupé. « Quand ils appelleront,
Quelqu'un devra décrocher, dit Étienne. Et vite. Mais qui? Demanda l'analyste, tendu. Étienne prit une profonde inspiration. Je ne sais pas, répondit-il, mais quelqu'un va devoir résoudre ça. Dehors, Sophie continua à pousser le chariot. Louis se leva et la suivit en silence. Le couloir semblait encore plus étroit ici, plus silencieux, comme si tout l'immeuble attendait que quelque chose se passe. Louis s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. À l'intérieur de la salle, Étienne regarda l'horloge. « Ils vont t'appeler d'un moment à l'autre », dit-il. Personne ne répondit. Le problème était posé et personne ici ne semblait prêt à le résoudre. Le son du téléphone coupa l'air de la salle comme une alarme. Il n'était pas fort, mais il était insistant. Un son sec, répétitif, que personne ne semblait vouloir entendre. Tous se regardèrent en même temps. Étienne Dubois fut le premier à réagir. « Décrochez », dit-il sans élever la voix. Personne ne bougea. Le téléphone sonna à nouveau. Une analyste tendit la main avec hésitation, comme si l'appareil pouvait mordre. Elle le porta à son oreille, écouta pendant 2 secondes et pâlit. « C'est l'Allemand », dit-elle en couvrant le microphone. « Il parle déjà. » Étienne ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était visiblement plus tendu. « Passez-le à quelqu'un », ordonna-t-il. L'analyste se tourna vers ses collègues, presque suppliante. « Quelqu'un ici comprend ? Silence. Je reconnais quelques mots, risqua un homme. Mais je ne peux pas répondre. » Le téléphone restait ouvert. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccrochez », suggéra quelqu'un dans la panique. Étienne frappa la main sur la table. « Non », dit-il. « Si nous raccrochons, c'est fini. » Dans le couloir, Sophie poussait le chariot de ménage vers la zone de support indiquée quelques minutes plus tôt. Elle essayait d'aller vite, mais la nervosité la rendait maladroite. Chaque pas semblait décalé par rapport à cet endroit. Louis marchait quelques pas derrière, comme toujours. Il observait plus qu'il ne marchait. Le son de la voix traversa le verre de la salle et parvint étouffé dans le couloir. Il n'était pas possible de tout comprendre, mais le ton était clair, irrité, fatigué, définitif. Louis ralentit le pas. La cadre reprit la parole, maintenant en français, le téléphone toujours à l'oreille. « Il demande quelque chose que je n'arrive pas à comprendre clairement », dit-elle presque en chuchotant. « Demandez ce qui manque exactement pour le contrat », dit Étienne sèchement. Elle essaya. « Excusez-moi », commença-t-elle en anglais. La réponse fut immédiate, plus acerbe. Elle écarta le téléphone de son oreille. « Il a dit quelque chose comme quoi il ne veut pas d'anglais », expliqua-t-elle. Étienne passa la main sur son visage et demanda à l'interprète, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Toujours pas de réponse », répondit quelqu'un. La cadre essaya de maintenir l'appel en vie, répétant des phrases vagues, demandant un moment. Pendant que les secondes s'écoulaient du couloir, Louis s'arrêta complètement. Le son de la voix de l'autre côté venait maintenant par le haut-parleur improvisé, activé sans le vouloir lorsque la cadre essaya de changer un réglage. Louis comprit une phrase complète, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman », appela-t-il doucement. Sophie se retourna immédiatement, effrayée. « Pas maintenant, Louis. » Mais l'enfant ne regardait pas sa mère. Il regardait vers la salle de réunion. « Il dit qu'il va raccrocher », murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il parlait plus fort qu'il ne le voulait. Sophie sentit le sol se dérober. « Louis, tais-toi », murmura-t-elle, presque paniquée. Mais quelqu'un dans la salle entendit. « Quoi ?» demanda un des exécutifs en ouvrant la porte de verre. « Qui a dit ça ?» Louis déglutit, sentit tous les regards tomber sur lui d'un coup. « C'est lui » demanda un autre en fronçant les sourcils. « Le fils de la femme de ménage. » Sophie lâcha le chiffon dans le chariot. « Excusez-moi » dit-elle rapidement. « Il ne sait pas ce qu'il dit. »« Si, je sais » répondit Louis d'une voix faible. Il a 10 fois raccroché. Le silence qui se forma fut différent de tous les autres de cette journée. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'étrangeté. Étienne s'approcha de la porte, observant l'enfant comme s'il n'avait pas été là avant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Louis hésita, regarda sa mère. Sophie était pâle. « Un peu » répondit-il. « Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Ce n'est pas un jeu » dit un exécutif. « Nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. »« Je sais » répondit Louis en baissant les yeux. « C'est pour ça que j'ai parlé. » Le téléphone était toujours ouvert. La voix de l'autre côté répétait quelque chose avec une impatience croissante. La cadre tenait l'appareil des 2 mains, sans savoir quoi faire. « Réponds à ça » dit soudain Étienne. Ce n'était pas une demande gentille, c'était un ordre fatigué. La cadre tendit le téléphone dans sa direction, mais Étienne ne le prit pas. Il regarda Louis. « Tu as dit que tu comprenais. »
Parle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Louis prit une profonde inspiration. Il demande s'il y a quelqu'un ici qui parle allemand, répondit-il. Et si ce n'est pas le cas, il va raccrocher. Un des exécutifs laissa échapper un rire nerveux. C'est absurde. Étienne ne rit pas. Le téléphone fit un petit déclic de l'autre côté. L'appel menaçait de tomber. Louis fit un pas en avant sans s'en rendre compte. « Je peux répondre » dit-il. « Non » répondit quelqu'un immédiatement. « C'est une affaire d'adulte. C'est un enfant » dit un autre. « C'est de la folie. » Sophie sentit ses jambes trembler. « Louis, viens ici » demanda-t-elle, presque en pleurs, mais le téléphone sonna à nouveau. Un bref avertissement. « Dernière chance » dit la voix de l'autre côté, maintenant audible même pour ceux qui ne comprenaient pas l'allemand. Louis reconnut les mots, le ton, la décision. Il regarda Étienne. « Il va raccrocher » dit-il maintenant. Étienne regarda l'enfant pendant 2 secondes trop longues. Puis, il regarda autour de lui. Il vit une salle remplie d'adultes préparés, bien payés, incapables de répondre. « Laissez-le parler » dit Étienne. « Mais, » commença quelqu'un, « si ça tourne mal, la responsabilité m'incombe » coupa-t-il. « Mais si nous raccrochons maintenant, c'est fini de toute façon. » La cadre approcha le téléphone de Louis, ses mains tremblantes. Le couloir semblait trop petit pour cette décision. Louis ferma les yeux pendant 1 seconde. Il se souvint de sa grand-mère, de la façon dont elle corrigeait sa prononciation avec patience. Il ouvrit les yeux. « Bonjour » dit-il en allemand. Presque parfait, avec une voix trop ferme pour un enfant de 12 ans. Tous se figèrent, et le silence qui suivit n'était plus de la peur, c'était du choc. La première réponse de Louis ne vint pas rapidement, elle vint avec prudence. « Bonjour » répéta-t-il. Un peu plus ferme maintenant. « Un instant s'il vous plaît. » La voix de l'autre côté de la ligne s'arrêta. À l'intérieur de la salle, personne ne bougea. Il n'y eut ni célébration, ni étonnement audible. Juste ce silence inconfortable qui survient quand quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait comment réagir. Étienne observait l'enfant avec attention. Il n'y avait pas d'émotion sur son visage, il y avait du calcul, de l'évaluation. Il savait que c'était le genre de moment qui pouvait tout résoudre ou empirer définitivement. « Demande ce dont ils ont besoin maintenant » dit-il doucement, presque comme quelqu'un qui ne voulait pas être entendu. Louis hocha légèrement la tête. Il ne regarda pas derrière lui, il ne chercha pas sa mère. Le téléphone tremblait un peu dans sa main, mais il garda la voix stable. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation » demanda-t-il en allemand. La réponse fut trop longue. Louis fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il devait organiser mentalement ce qu'il entendait. C'étaient des termes plus techniques que ceux à quoi il était habitué. Il prit une profonde inspiration. Il dit qu'il a besoin de confirmer 2 points, traduisit-il. Un délai et une clause de responsabilité. Un murmure parcourut la salle. « Quelle clause ?» demanda un exécutif, ouvrant déjà un document. Louis retourna au téléphone et demanda avec prudence. L'homme répondit plus vite maintenant, moins agressif, toujours impatient, mais attentif. Louis écouta jusqu'à la fin. « C'est à propos du retard de livraison », expliqua-t-il. « Ils veulent une garantie formelle par écrit encore aujourd'hui. » Étienne fit un geste rapide de la main. « Dis-lui que le service juridique est déjà en train d'ajuster cela et que nous enverrons le courriel dans quelques minutes. » Louis hocha la tête. Mais il hésita avant de répéter. Quelque chose dans la phrase devait être ajusté. Il le savait. « Attendez » dit-il doucement. « Si je dis ça, ça sonne comme une promesse vague. » Étienne le regarda fixement. « Alors, comment le dirais-tu » Louis réfléchit pendant 2 secondes. « Je dirais que le document est déjà en révision finale et que l'envoi est programmé. Pas que nous allons essayer. » Étienne hocha lentement la tête. « Ça a du sens. » Louis revint au téléphone. La réponse fut plus courte. Cette fois, le ton de l'autre côté avait changé. Ce n'était plus de la menace, c'était de la négociation. Louis relâcha un peu ses épaules, sans s'en rendre compte. « Il veut savoir qui parle » traduisit-il. Un des exécutifs laissa échapper un rire nerveux. « Dis-lui que c'est » commença quelqu'un. Étienne l'interrompit. « Dis-lui ton prénom » Louis déglutit. « Mon nom est Louis » dit-il. Il y eut une pause. La réponse vint plus douce qu'avant. « Il a demandé si je suis le responsable de la négociation » traduisit-il, confus. Étienne s'approcha d'un pas. « Dis-lui que tu assistes l'équipe responsable » orienta-t-il. Louis répéta en choisissant bien les mots. L'homme répondit par quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement. Un mot lui échappa. Il ferma les yeux un instant. « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît » demanda-t-il en allemand. Un peu plus lentement.
La salle entière retint son souffle. La répétition vint plus claire. Louis comprit. « Il veut le nom de celui qui signe le contrat », dit-il en regardant Étienne. « Moi », répondit celui-ci sans hésiter. Louis informa. La conversation se poursuivit pendant quelques minutes de plus. Elles ne furent pas longues, mais elles parurent éternelles pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Louis ne fit pas de discours. Il n'essaya pas d'impressionner. Il se contenta de répondre, de traduire, de confirmer. À un moment donné, il faillit se tromper sur un terme légal. Il s'arrêta au milieu de la phrase. « Attendez », dit-il doucement, couvrant le microphone avec sa main. « Confirmez-moi cette partie. » Un avocat s'approcha rapidement, montra le document du doigt. « C'est ça. » Louis hocha la tête et reprit. De l'autre côté de la ligne, l'homme prit une profonde inspiration. « Louis », il l'entendit clairement. « Il a dit qu'il va attendre le courriel », traduisit-il, « et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. » Étienne fit un signe au service juridique. Maintenant, la dernière phrase de Louis vint tranquillement. « Nous vous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. » Il écarta le téléphone de son oreille. Le clic sec de la fin de l'appel résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, juste des personnes qui se regardaient, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qui est cet enfant ?» murmura quelqu'un presque sans voix. Louis sentit le poids du silence retomber sur lui. Le téléphone était toujours dans sa main. Il le rendit à la cadre avec précaution, comme si c'était quelque chose de trop fragile. « Je peux partir ?» demanda-t-il doucement. Sophie fit un pas en avant immédiatement. « Nous nous en allons », dit-elle, pressée, la voix tremblante. Étienne leva la main. « Un instant », demanda-t-il. Sophie se figea. Étienne regarda à nouveau Louis. Maintenant, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir. « Tu as dit que tu l'avais appris avec ta grand-mère », commenta-t-il. Louis hocha la tête. « Oui, monsieur. Je veux mieux comprendre cela », dit-il après, choisissant ses mots. Louis hocha la tête, sans savoir si c'était bon ou mauvais. Dehors, le service juridique tapait déjà frénétiquement. Le contrat n'était pas encore conclu, mais il n'était pas perdu, et tous le savaient. Rien ne serait plus comme avant après ce moment. Le soleil n'entrait plus avec la même force par les fenêtres lorsque Sophie termina le dernier couloir. L'immeuble était plus silencieux. La course du matin était derrière elle, remplacée par une fatigue contenue, de celles qui viennent après une tension prolongée. Louis était assis sur une des chaises de la zone de support, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Il ne parlait pas. Depuis qu'ils avaient quitté la salle de réunion, personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer. Il savait juste qu'il n'avait pas encore été renvoyé. « Tu vas bien ?» demanda Sophie à voix basse tandis qu'elle rangeait le chiffon dans le chariot. Louis hocha la tête sans grande conviction. « Je vais bien. » En réalité, il ne savait pas quoi dire. Son corps était là, mais sa tête était toujours bloquée sur ce moment où tous les adultes s'étaient arrêtés pour l'écouter. Il n'aimait pas cette sensation. Il n'aimait pas être le centre d'attention, encore moins dans cet endroit. Un assistant apparut quelques minutes plus tard. « Monsieur Étienne a demandé d'attendre », dit-il d'un ton neutre. « Il vous appelle tout de suite. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Maintenant » demanda-t-elle à peine. L'homme s'éloigna sans attendre de réponse. Sophie s'assit à côté de son fils, passa sa main dans ses cheveux dans un geste automatique, essayant de se calmer elle-même plus que l'enfant. « Que Dieu nous garde » murmura-t-elle. Louis ne répondit pas. Il pensait à sa grand-mère. À la façon dont elle disait que quand on fait quelque chose de bien, on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment, mais on comprend après. Presque une heure passa avant que le même assistant ne revienne. « Vous pouvez entrer. » Le bureau d'Étienne Dubois était plus petit que ce que Louise imaginait. Il n'avait rien de grandiose. Un bureau trop ordonné, 2 chaises devant, une fenêtre avec vue sur la ville, un espace fonctionnel, froid, mais pas hostile. Étienne était sans sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Vous pouvez vous asseoir », dit-il en désignant les chaises. Sophie s'assit avec précaution, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Louis s'assit à côté d'elle, gardant ses mains sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne parla. « J'ai dit tout à l'heure que je voulais mieux comprendre », commença Étienne, brisant le silence. « Et je veux toujours, mais pas pour reprocher, mais pour comprendre. » Sophie serra ses doigts. « Nous ne voulions pas causer de problème, » dit-elle rapidement. « Je sais que je ne devais pas amener mon fils, mais c'était juste pour aujourd'hui. C'était un service que j'ai demandé. » Étienne leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas à propos de ça, dit-il. C'est passé.
Il reporta son regard sur Louis. « Tu sembles très jeune pour porter ce genre de responsabilité, commenta-t-il. Louis haussa les épaules. « Je ne voulais pas de responsabilité, répondit-il. Je ne voulais juste pas que ça tourne mal. » Étienne hocha lentement la tête. « Tu as parlé de ta grand-mère, dit-il. Raconte-moi calmement. » Louis prit une profonde inspiration. Il n'aimait pas parler de cette partie de sa vie avec des étrangers, mais quelque chose dans son ton n'était pas invasif, c'était attentif. « Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, commença-t-il. Elle s'est mariée ici, mais elle ne s'est jamais sentie vraiment d'ici. » Sophie observait en silence. Cette histoire n'était pas nouvelle, mais entendre son fils la raconter lui donnait une autre dimension. Elle disait que si elle arrêtait de parler allemand, elle allait disparaître, continua Louis. Alors elle parlait avec moi tout le temps de choses simples, de la journée, de la nostalgie. I was a mother, infection and that, defection and that. Étienne écoutait sans interrompre. Je restais avec elle presque toutes les nuits, dit Louis. Ma mère travaillait, nous dînions ensemble, elle m'enseignait des mots comme on enseigne de l'affection. Louis hésita un instant avant de continuer. Quand elle est tombée malade, elle a arrêté de sortir de la maison, dit-il. Mais elle a continué de parler avec moi, même fatiguée, même faible. Sophie déglutit. C'est elle qui est restée quand le père de Louis est parti, compléta-t-elle. Nous nous sommes soutenus comme nous pouvions. Étienne détourna le regard vers la fenêtre un moment. « Elle est toujours en vie » demanda-t-il. « Non » répondit Louis d'une voix faible. « Depuis 2 ans. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était respectueux. « Alors, » dit Étienne, revenant à lui, « tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser. Tu l'as appris pour ne perdre personne. » Louis hocha la tête. « Je crois que oui. » Étienne prit une profonde inspiration, croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, tous dans cette salle étaient préparés, dit-il. Diplôme, poste, expérience. Et pourtant, personne n'a pu résoudre. Il fit une pause. Toi, tu as pu parce que tu as écouté avant, pendant très longtemps. Sophie sentit ses yeux s'embuer, mais ne dit rien. Je ne crois pas aux coïncidences, continua Étienne. Je crois au contexte, et votre contexte est difficile. Il se pencha en arrière sur sa chaise. J'ai encore besoin de terminer quelque chose aujourd'hui, dit-il. Mais je veux qu'une chose soit claire. Sophie se raidit. Ce qui s'est passé ne va pas être ignoré, affirma-t-il. Pas comme une faveur, pas comme de la charité. Louis serra la sangle de son sac à dos. Je ne veux rien, dit-il rapidement. Étienne sourit légèrement. Pas un sourire facile, un sourire fatigué. Je sais, répondit-il. Et c'est justement pour ça que je veux réfléchir calmement à ce qui vient ensuite. Il se leva. Demain ou après-demain, je vous rappelle, dit-il sans hâte, sans alarme. Sophie se leva, elle aussi, incertaine. Merci de ne pas. Commença-t-elle sans savoir comment terminer. Devoir, compléta-t-il. Elle hocha la tête. Étienne ouvrit la porte. Parfois, dit-il, on ne se rend compte de ce qu'on a que lorsqu'on a failli le perdre. Dans le couloir, Sophie et Louis marchèrent ensemble en silence. L'immeuble semblait autre maintenant, pas moins froid, mais différent. Maman, dit Louis, déjà près de l'ascenseur. J'ai bien fait. Sophie s'arrêta. Elle regarda son fils avec fermeté. Tu as bien fait, répondit-elle, même si rien d'autre ne se passe. Louis prit une profonde inspiration. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois depuis ce matin, il n'avait pas peur de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différemment, pas plus calme, juste moins chaotique. La crise n'avait pas été oubliée, mais elle avait été contenue. Le contrat allemand exigeait encore des ajustements, des révisions, des signatures. Rien n'était officiellement conclu. Malgré tout, personne ne parlait plus d'effondrement. Étienne Dubois arriva tôt, avant la plupart. Il entra dans l'immeuble sans de longues salutations, comme il le faisait toujours. Mais quelque chose chez lui était hors norme. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'inconfort. Il passa directement la réception et monta à son bureau. Il sortit son portable de sa poche et relut le courriel envoyé la veille. La confirmation des partenaires allemands était objective, sans éloge, sans enthousiasme, juste professionnelle. Cela fonctionnait ainsi dans le monde réel, cela avait toujours fonctionné. Malgré tout, Étienne ne pouvait pas sauter une image de la tête. Un enfant assis dans un couloir, tenant un vieux sac à dos, tandis que des adultes bien préparés se bloquaient face à un problème trop simple pour être ignoré. Il ferma son ordinateur portable avec plus de force qu'il ne le voulait. Peu après, il appela le service juridique, demanda le rapport, révisa les détails, confirma que tout était fait dans les délais. Quand il eut terminé, il posa ses coudes sur le bureau
et resta immobile pendant quelques secondes. Ce n'était pas habituel pour lui. Sophie arriva pour son service supplémentaire à son horaire habituel. Elle ne commenta rien avec personne. Elle enfila son uniforme, prit le chariot et commença son travail comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi qu'elle survivait, en ne créant pas d'attente. Mais les regards avaient changé. Une cadre la salua de la tête. Un homme lui fit de la place dans le couloir sans se plaindre. Des petits gestes, rien d'explicite, mais différents. Sophie le remarqua. Elle fit semblant de ne pas le remarquer. Louis n'était pas là ce jour-là. L'école avait repris les cours. Le cahier était maintenant sur un pupitre simple dans une salle de classe ordinaire, tandis que sa mère traversait des couloirs qui semblaient hier inaccessibles. Au milieu de la matinée, Étienne sortit de son bureau et marcha dans l'étage. Il n'annonça pas sa présence, il se contenta d'observer. Il vit des employés concentrés, d'autres tendus, certains ailleurs. Il passa devant la zone de support, où la veille, Sophie poussait le chariot avec trop de hâte. Il s'arrêta là un instant. « Sophie !» appela-t-il. Elle se retourna immédiatement, le cœur s'accélérant. « Oui, monsieur. » Étienne remarqua le réflexe. Ce n'était pas du respect, c'était de la peur entraînée. « Pouvez-vous venir avec moi une minute ?» demanda-t-il. Sophie hésita juste le temps de lâcher le chiffon. Bien sûr. Ils marchèrent jusqu'à une petite salle éloignée de la zone principale. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était presque un bureau secondaire peu utilisé. « Asseyez-vous » dit Étienne en désignant la chaise. Sophie s'assit avec prudence. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps » commença-t-il. « J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. » Elle resta silencieuse. « Hier » dit Étienne. « Vous vous êtes excusé plusieurs fois avant que quelqu'un ne dise quelque chose. » Sophie serra ses mains sur ses genoux. « C'est l'habitude » répondit-elle. « On apprend à anticiper. » Étienne resta silencieux quelques secondes. « Pourquoi avez-vous amené votre fils » demanda-t-il sans dureté. Sophie prit une profonde inspiration. « Parce que je n'avais pas le choix » répondit-elle. « L'école était fermée. J'avais besoin du service supplémentaire et j'avais besoin de garder mon emploi. » Étienne hocha lentement la tête. « Vous saviez que cela pouvait vous coûter votre travail. »« Je sais, dit-elle. Mais parfois, le risque existe déjà, même si on ne le choisit pas. » La réponse resta en suspens. « Vous n'avez jamais parlé de ce que votre fils sait, » commenta Étienne. « Je n'ai jamais pensé que cela importait, » répondit Sophie. « Pas pour ce genre d'endroit. » Étienne se pencha en arrière sur sa chaise. « Ce genre d'endroit, » répéta-t-il. « C'est ce qui me dérange. » Il se pencha un peu en avant. « Hier, une salle pleine de professionnels s'est bloquée, » dit-il. « Non par incompétence, mais par structure, par habitude, par le fait de supposer que certaines ressources viennent toujours des mêmes endroits. » Sophie ne répondit pas. « Votre fils n'a pas sauvé un contrat, » continua Étienne. « Il a sauvé une conversation parce qu'il a écouté avant, parce qu'il n'a pas eu peur de paraître petit. » Sophie sentit ses yeux picoter, mais garda sa posture. « Ce n'était pas de la chance, dit-il. C'était du caractère et de l'attention. » Étienne se leva. « Je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas arrivé, » affirma-t-il. « Et je ne vais pas non plus en faire un spectacle. » Il marcha jusqu'à la porte, puis se tourna vers elle. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que vous et votre fils reveniez ici un autre jour, calmement, en dehors du service, pour discuter vraiment. » L'estomac de Sophie se contracta. « Si c'est pour... » commença-t-elle. « Ce n'est pas un licenciement, » coupa-t-il, « ni un avertissement. » Elle le regarda avec méfiance. « J'ai besoin de réfléchir, » continua Étienne. « Et vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie. » Sophie se leva. « Merci de m'avoir appelé, » dit-elle sans savoir si c'était bon ou mauvais. Étienne ouvrit la porte. « Parfois, » dit-il, « l'entreprise a besoin d'être confrontée pour se souvenir de qui est en elle. » Sophie sortit de la salle, le cœur lourd, mais différent. Pas soulagé, pas plein d'espoir, juste attentif. À la fin du service, elle appela Louis. « Il veut nous parler à nouveau ?» dit-elle. « Est-ce que c'est une bonne chose ?» demanda le fils de l'autre côté. Sophie regarda l'immeuble avant de répondre. « Je ne sais pas encore, » dit-elle, « mais c'est une chose sérieuse. » Louis resta silencieux pendant quelques secondes. « Alors, d'accord, » répondit-il. « Allons-y ensemble. » Sophie raccrocha et prit une profonde inspiration. Certaines portes ne s'ouvrent pas d'un coup, elles grincent d'abord. Et Étienne le savait. S'il ignorait ce grincement, il ne sauverait pas un contrat, il perdrait quelque chose de bien plus grand. Étienne ne fixa pas la conversation pour le lendemain. Il ne laissa pas non plus passer trop de temps. Il attendit juste assez pour que la poussière retombe, mais pas assez pour que cela ressemble à un oubli. 3 jours plus tard, il demanda à ce que l'on contacte Sophie.
Monsieur Dubois souhaiterait parler avec vous et votre fils, dit la voix de l'autre côté de la ligne. Cela peut être demain après-midi. Sophie raccrocha avec la sensation étrange de celui qui marche sur un terrain instable. Ce n'était pas une convocation formelle. Ce n'était pas non plus de la gentillesse. C'était quelque chose d'intermédiaire. Et cela la mettait en alerte. Le lendemain, elle arriva plus tôt que l'heure convenue. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais avait passé plus de temps que la normale à les choisir. Louis marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, l'expression fermée. Il n'avait pas peur, il était méfiant. Ils furent conduits dans une salle plus petite, loin des zones de réunion et des couloirs les plus fréquentés. Un espace neutre, avec une table simple, 3 chaises et une fenêtre latérale. Étienne était déjà là quand ils entrèrent. « Merci d'être venu », dit-il en se levant. « Vous pouvez vous asseoir. » Il n'y avait pas de formalité exagérée, pas non plus d'intimité, juste de la clarté. Étienne attendit qu'il s'installe avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour. » Commença-t-il, pas seulement au contrat, mais à ce qui s'est passé autour. Sophie garda les mains croisées sur ses genoux. Louis regardait la table. « Ce que ton fils a fait n'était pas commun, dit-il. Mais ce n'était pas non plus un miracle, c'était une conséquence. » Louis leva les yeux, confus. « Conséquence de quoi ?» demanda-t-il. « Du temps, » répondit Étienne. « De l'écoute, de l'attention. De quelque chose qui n'est pas souvent valorisé dans des environnements comme celui-ci. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je ne veux pas transformer cela en une belle histoire, » continua-t-il. « Cela ne me semble juste ni pour vous ni pour moi. » Sophie déglutit. « Alors, je vais être direct. » Il ouvrit un dossier et posa quelques papiers sur la table. « Louis, tu as 12 ans. Tu n'es pas un adulte. Tu n'es pas un employé. Et tu ne devrais pas porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. » Louis hocha lentement la tête. « C'est pourquoi, » dit Étienne. « Toute proposition que je fais ne concerne pas maintenant, elle concerne ce qui vient ensuite. » Il glissa un des papiers dans leur direction. « Je veux t'offrir une bourse d'études qui inclut un enseignement solide des langues, » expliqua-t-il. « Allemand inclus, avec matériel, transport et accompagnement pédagogique. » Louis ouvrit les yeux. « Je n'ai pas demandé ça, » dit-il rapidement. « Je sais, » répondit Étienne. « C'est pour ça que je l'offre. » Sophie sentit son cœur battre fort. « Et ce n'est pas une faveur, » continua-t-il. « C'est un investissement car le talent sans structure se perd. » Louis se mordit la lèvre inférieure. « Je ne veux pas que ma mère ait des problèmes à cause de moi, » dit-il. Étienne se tourna vers Sophie. « Votre mère n'aura pas de problème, » affirma-t-il. « Au contraire. » Il sortit un autre document. « Sophie, je ne sais pas exactement comment fonctionne votre contrat actuel, » dit-il. « Mais je sais qu'il n'est pas juste. » Sophie sentit son visage s'échauffer. « Je travaille de nuit, » répondit-elle. « Je fais des extras quand on m'appelle. Et vous vivez à la limite, » compléta-t-il. « Ce n'est pas non plus durable, » expliqua-t-il avec prudence les options. « Ajustement d'horaire, embauche en CDI, contrat, à durée indéterminée, dans l'équipe permanente. Avantages sociaux de base. Rien d'extraordinaire, rien qui ne ressemble à un prix. Je n'offre pas d'argent en échange de ce qui s'est passé, dit-il. J'offre de la dignité pour que vous n'ayez pas à choisir entre travailler et protéger votre fils. » Le silence s'empara de la salle. Louis regarda sa mère. Sophie ne savait que dire. Tout cela semblait trop grand pour être absorbé d'un coup. « Je ne sais pas si je peux accepter, » dit Sophie finalement. « Je n'ai jamais rien reçu de tel. » Étienne hocha la tête. « Accepter n'est pas mendier, » répondit-il. « C'est reconnaître que quelqu'un a vu de la valeur là où il n'y avait avant qu'une fonction. » Louis serra la sangle de son sac à dos. « Ma grand-mère, » commença-t-il en hésitant. « Ça lui aurait plu. » Étienne sourit légèrement. « J'imagine que oui. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Je n'ai pas besoin de réponse maintenant, » dit-il. « Réfléchissez, discutez, revenez quand vous voulez. » Sophie prit une profonde inspiration. « Et si nous disons non ?» demanda-t-elle. « Alors rien ne change, » répondit-il. « Mais j'espère que vous ne direz pas non. » Louis resta silencieux pendant quelques secondes, puis leva le regard. « Si j'accepte, » dit-il, « c'est parce que je veux apprendre, pas parce qu'un jour j'ai décroché un téléphone. » Étienne hocha la tête. « C'est exactement ce que j'espère. » Quand ils sortirent de la salle, le couloir semblait moins hostile, pas plus accueillant, juste humain. Sophie marchait lentement, comme si elle avait encore peur que quelqu'un dise que tout cela était une erreur. Dans l'ascenseur, Louis rompit le silence. « Maman, » dit-il, « si nous acceptons, la vie va changer. » Sophie réfléchit avant de répondre. « Ça va changer, » dit-elle. « Mais pas parce que quelqu'un l'a voulu.
mais parce que tu as ouvert une porte qui existait déjà. Louis appuya sa tête contre la vitre de l'ascenseur. Il ne savait pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais il savait une chose. Il ne reviendrait pas à la même place qu'avant. Les jours suivants furent étranges. Sophie continua sa routine comme si rien n'avait changé, car dans la pratique, cela n'avait pas encore changé. Elle arrivait pour son service, nettoyait les couloirs, évitait les regards, mais quelque chose bougeait en elle. Une espérance silencieuse qu'elle n'osait nommer. Louis ressentait aussi cette étrangeté. À l'école, ses camarades parlaient de choses du quotidien, de jeux vidéo, de séries, de potins sans importance, et il sentait qu'il portait quelque chose de différent. Ce n'était pas de l'orgueil maintenant, c'était un poids. Le poids d'avoir fait quelque chose d'important sans l'avoir planifié. Un après-midi, quand Sophie rentra du travail, elle trouva Louis assis sur le canapé, son cahier ouvert, mais il n'écrivait pas, il regardait juste les pages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table. Louis mit du temps à répondre. « Je pensais à mamie, » dit-il, « à tout ce qu'elle m'a appris. » Sophie s'assit à côté de lui. Elle serait fière. Louis hocha la tête. « Mais je ne sais pas si je mérite tout ça. » Sophie le regarda fixement. « Il ne s'agit pas de mériter, Louis. Il s'agit de saisir l'opportunité. » Il baissa le regard. « J'ai peur de décevoir. » Sophie passa sa main dans les cheveux de son fils. « Nous avons tous peur, » répondit-elle. « Mais la peur n'est pas une raison pour ne pas essayer. » Louis referma le cahier. « Tu vas accepter ce que M. Dubois a offert ?» demanda-t-il. Sophie prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais je pense que ce serait stupide de ne pas le faire. »« Alors faisons-le, » dit Louis. « Ensemble. » Sophie sourit. « Ensemble, » répéta-t-elle. 2 jours plus tard, Sophie appela le numéro qu'Étienne lui avait donné. La voix de l'autre côté la connecta directement à lui. « Bonjour Sophie, » dit Étienne. « Avez-vous réfléchi ?»« Oui, » répondit-elle. « Nous voulons accepter. » Il y eut une brève pause de l'autre côté. « Je suis heureux de l'entendre, » dit-il. « Je vais commencer à tout organiser. Pouvez-vous venir lundi ?»« Oui, monsieur, » répondit Sophie. Quand elle raccrocha, elle sentit ses mains trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Louis était dans sa chambre quand elle entra. « C'est fait, » dit-elle. « Nous avons accepté. » Louis leva le regard. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Sophie. « Nous recommençons. » Le week-end passa lentement. Sophie essaya de rester calme, mais l'anxiété la dominait. Elle nettoyait la maison plus que nécessaire. Elle organisait des choses qui étaient déjà organisées. Elle cuisinait avec plus d'attention que la normale. Louis, de son côté, passait les heures à relire son cahier. Les mots de sa grand-mère semblaient plus vivants maintenant, plus réels, comme si elle était là pour le guider. Le dimanche soir, Sophie s'assit avec Louis à la table de la cuisine. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle. « Ce qui vient ne sera pas facile. » Louis hocha la tête. « Je sais. Il y aura des gens qui penseront que nous ne méritons pas cela, » continua-t-elle. « Que c'était de la chance, que c'était une coïncidence. » Louis la regarda fixement. « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Sophie sourit légèrement. « Je pense que nous avons travaillé dur toute notre vie et que ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. » Louis hocha la tête. « Alors, c'est d'accord. » Le lundi arriva avec une clarté étrange. Le ciel était dégagé, l'air frais. Sophie s'habilla avec plus de soin que la normale. Pas de vêtements élégants, juste propres, repassés, dignes. Louis se prépara aussi. Il rangea son cahier dans son sac à dos, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas s'il en aurait besoin, mais cela lui donnait de la sécurité de l'avoir. Ils arrivèrent à l'immeuble avant l'heure convenue. Le gardien de sécurité les reconnut cette fois. « Bonjour » dit-il avec un bref sourire. Sophie hocha la tête, encore surprise d'être reconnue. « Bonjour ». Ils montèrent à l'étage où se trouvait le bureau d'Étienne. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, juste de l'attente. Quand ils entrèrent, Étienne les attendait déjà. Il avait plusieurs documents sur le bureau, tous organisés avec précision. « Asseyez-vous » dit-il. « Nous allons tout revoir calmement. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. L'école pour Louis, le changement de contrat pour Sophie, les avantages, les horaires, les responsabilités. Tout était expliqué avec clarté, sans petits caractères, sans piège. « Avez-vous des questions ?» demanda Étienne à la fin. Sophie hésita avant de parler. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Vraiment. » Étienne se pencha en arrière sur sa chaise. « Parce que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, » répondit-il. « Cette entreprise a des ressources, a des gens qualifiés, a une structure, mais nous avons failli tout perdre parce que nous n'avons pas su voir ce que nous avions devant nous. » Il regarda Louis.
Ton fils n'a pas seulement résolu un problème. Il m'a montré que le talent est partout, mais que parfois nous ne le cherchons pas aux bons endroits. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Merci, » dit-elle simplement. Étienne hocha la tête. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai travail commence maintenant. » Louis regarda les documents sur la table. « Quand est-ce que je commence à la nouvelle école ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine, » répondit Étienne. « Ils sont déjà au courant de ton arrivée. » Louis hocha la tête, sentant le poids de la réalité. C'était réel. C'était en train de se passer. Sophie signa les papiers d'une main tremblante. Chaque signature semblait clore une étape et en ouvrir une autre. Quand elle eut terminé, Étienne lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe permanente », dit-il. Sophie lui serra la main, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas invisible. Louis signa également les documents de la bourse. Sa signature était petite, tremblante, mais elle était là. Quand ils sortirent du bureau, le monde semblait différent. Rien n'avait changé dans la rue, dans l'immeuble, dans la ville, mais quelque chose en eux était différent. Dans l'ascenseur, Sophie serra son fils dans ses bras. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle. Louis hocha la tête contre l'épaule de sa mère. « Nous y sommes arrivés », répéta-t-il. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil brillait plus fort. Maintenant, la ville semblait plus claire, plus vivante. Sophie prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur du lendemain. Louis marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, regardant devant lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, mais il savait qu'il n'était pas seul, et cela suffisait. Cette nuit-là, Sophie appela sa sœur pour tout lui raconter. La conversation dura plus d'1 heure. Il y eut des larmes, des rires, de l'incrédulité. Quand elle raccrocha, Sophie s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. La maison était la même, petite, modeste, avec des murs qui avaient besoin d'être repeints, mais maintenant, elle semblait différente. Elle semblait un point de départ, pas une limite. Louis était dans sa chambre, écrivant dans son cahier. Pas des mots en allemand cette fois, mais des pensées en français, des réflexions sur ce qui s'était passé, sur ce qui allait venir. Il écrivit sur sa grand-mère, sur la façon dont elle lui avait donné quelque chose sans le savoir. Non seulement une langue, mais la capacité d'écouter, de prêter attention, de ne pas avoir peur. Il ferma le cahier et le rangea dans son sac à dos. Demain serait le début de quelque chose de nouveau, et il était prêt. La première semaine dans la nouvelle école fut plus difficile que ce que Louis avait imaginé. Non pas parce que les cours étaient compliqués, mais parce que tout était différent. Les couloirs étaient plus larges, les salles de classe mieux éclairées, les pupitres ne grinçaient pas quand on s'asseyait. Même l'odeur était différente, un mélange de livres neufs et de produits de nettoyage chers. Louis arriva le premier jour avec le sac à dos usé qu'il avait utilisé pendant des années. Sophie avait voulu lui en acheter un nouveau, mais il avait refusé. « Je n'ai pas besoin de tout changer d'un coup », avait-il dit, et elle l'avait compris. La directrice le reçut personnellement. « Bienvenue, Louis », dit-elle avec un sourire professionnel. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Louis hocha la tête sans dire grand-chose. La femme le conduisit jusqu'à sa salle. Un espace spacieux avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les autres élèves étaient déjà assis, discutant entre eux avec familiarité. Quand il entra, certains se tournèrent pour le regarder. D'autres ne levèrent même pas les yeux. « Classe, nous avons un nouveau camarade », annonça la professeure. « Louis, tu peux t'asseoir là, au fond près de la fenêtre. » Louis marcha entre les pupitres, sentant chaque regard. Il s'assit en silence, sortit son cahier usé et le posa sur la table. Un garçon à côté de lui le regarda avec curiosité, mais ne dit rien. Le cours commença. C'était des mathématiques, un sujet que Louis maîtrisait bien, mais il ne participa pas. Il garda la tête baissée, prit des notes, essaya de passer inaperçu. C'était sa stratégie, celle qui avait toujours fonctionné. À la récréation, il resta dans la salle pendant que les autres sortaient en courant dans la cour. Il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de socialiser, il voulait juste que la journée se termine. Une fille s'approcha avant de sortir. « Tu ne sors pas ?» demanda-t-elle. Louis secoua la tête. « Je suis bien ici. » La fille haussa les épaules. « Comme tu veux. Je suis Valentine, au fait. »« Louis, » répondit-il, bien qu'elle le sût déjà. Valentine sortit, et Louis resta seul. Il regarda par la fenêtre vers la cour. Des groupes d'élèves conversaient, riaient, partageaient de la nourriture. Tous semblaient se connaître depuis des années. Tous semblaient appartenir. Lui non. L'après-midi passa lentement. Plus de cours, plus de regards, plus de silence.
Quand la sonnerie de sortie retentit finalement, Louis fut le premier à se lever. Il rangea ses affaires rapidement et sortit sans dire au revoir. Sophie l'attendait à la porte de l'école. Elle avait demandé la permission au travail pour être là. Quand elle vit son fils sortir, elle remarqua immédiatement l'expression sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle tandis qu'il marchait vers l'arrêt de bus. « Bien », répondit Louis sans la regarder. Sophie savait que ce n'était pas vrai, mais elle n'insista pas. « Laisse-lui du temps », pensa-t-elle. « Il a juste besoin de temps. » Cette nuit-là, Louis toucha à peine à son dîner, s'enferma dans sa chambre et ouvrit son cahier. Il écrivit une seule phrase. « Je ne sais pas si j'appartiens ici. » Les jours suivants furent similaires. Louis assistait aux cours, prêtait attention, faisait ses devoirs, mais ne parlait à personne, ne posait pas de questions, ne levait pas la main même s'il connaissait les réponses. Les professeurs commencèrent à le remarquer. Dans la salle des professeurs, ils commentaient le nouveau garçon qui était intelligent, mais trop silencieux. « Nous devrions lui parler », suggéra l'un. « Laisse-lui du temps », répondit un autre. « C'est normal qu'il soit nerveux. » Mais Sophie ne pouvait pas rester tranquille. Elle voyait son fils se refermer davantage chaque jour. Elle voyait comment il rentrait à la maison avec la même expression vide, comment il faisait semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Un soir après le dîner, elle s'assit en face de lui. « Louis, nous devons parler », dit-elle. Il leva le regard de son cahier. « À propos de quoi ?»« À propos de l'école. À propos de ce que tu ressens vraiment. » Louis soupira. « Je vais bien, maman. »« Ne me mens pas, » dit Sophie fermement. « Je te connais. Je sais quand quelque chose te tracasse. » Louis baissa le regard. « Ce n'est pas que quelque chose me tracasse, » dit-il lentement. « C'est juste que je ne m'intègre pas. » Sophie sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que tout le monde là-bas vient de familles différentes, » expliqua Louis. « Ils ont des vêtements neufs, des portables chers. Ils parlent de voyages et de choses que je n'ai jamais eues. Et moi, je suis le fils de la femme de ménage. » Sophie sentit les larmes s'accumuler, mais les retint. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant les mains de son fils. « Tu n'es inférieur à personne à cause de ça. Tu as gagné ta place dans cette école parce que tu as du talent, parce que tu as de la détermination. » Louis secoua la tête. « Personne ne me voit comme ça, maman. Il me voit comme le garçon pauvre qui a eu de la chance. » Sophie serra ses mains. « Alors, prouve-leur qu'ils ont tort. » Louis la regarda, confus. « Comment ?»« En étant toi-même, » répondit-elle. « En ne te cachant pas, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, en montrant ce que tu sais, ce que tu peux faire. » Louis ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement. Le lendemain, Louis arriva à l'école avec le même sac à dos usé, les mêmes vêtements simples, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne marchait pas la tête aussi baissée. Dans le cours d'allemand, le professeur demanda des volontaires pour lire un texte à voix haute. Personne ne leva la main. Tous regardaient le livre avec des expressions confuses. Le professeur soupira. « Personne ne veut essayer ?» Silence. Louis sentit son cœur battre plus vite. Il se souvint des paroles de sa mère. Il se souvint de la voix de sa grand-mère. Il se souvint de ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il se taisait. Il leva la main. Le professeur le regarda, surpris. « Louis, tu veux essayer ?» Louis hocha la tête. « Oui. » Il se leva, prit le livre et commença à lire. Sa prononciation était parfaite, fluide, naturelle. Les mots sortaient sans effort, avec le bon accent, avec l'intonation précise. La salle resta silencieuse. Tous le regardaient maintenant, mais pas avec moquerie ou curiosité superficielle. Ils le regardaient avec un étonnement sincère. Quand il eut terminé, le professeur applaudit. « Excellente, Louis. Vraiment excellent. Où as-tu appris à parler comme ça ?»« Avec ma grand-mère, » répondit Louis simplement. Le professeur hocha la tête, impressionné. « On voit que tu as appris de quelqu'un qui connaissait vraiment la langue. Elle était native, n'est-ce pas ?»« Oh, dit Louis. De Berlin. Ingorale, Vicenfashi, Ino, Piso, Ino. » Pendant la récréation, plusieurs élèves s'approchèrent de lui. Valentine fut la première. « C'était incroyable, » dit-elle. « Sérieux, tu parles allemand aussi bien ?» Louis haussa les épaules. « Oui, je suppose. »« Tu peux m'aider ?» demanda-t-elle. « Je suis en train de rater ce cours. » Louis hésita. « Je ne suis pas professeur, » dit-il. « Mais tu parles mieux que le professeur, » insista-t-elle. « S'il te plaît. » Louis regarda autour de lui. D'autres élèves semblaient également intéressés. « D'accord, » dit-il finalement. « Je peux vous aider. » Valentine sourit. « Merci, on déjeune ensemble. » Louis hocha la tête. « Bien sûr. » Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à cette école, il ne déjeuna pas seul. Il s'assit avec Valentine
et 2 autres élèves, qui avaient également des difficultés avec l'allemand. Ils parlèrent du cours, du professeur, des devoirs. Ce ne fut pas une transformation magique. Louis se sentait toujours à l'écart à bien des égards, mais c'était un début. Cet après-midi-là, quand Sophie vint le chercher, elle remarqua immédiatement le changement. Louis ne souriait pas largement, mais il n'avait pas non plus cette expression vide des jours précédents. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Mieux, » répondit Louis. « Beaucoup mieux. » Sophie sourit. « Je suis contente de l'entendre. » Dans le bus de retour, Louis lui raconta le cours d'allemand, comment il avait lu à voix haute, comment les autres élèves s'étaient approchés de lui. Sophie écoutait, le cœur rempli. C'était le fils qu'elle connaissait, celui qui n'avait pas peur de montrer ce qu'il savait, celui qui aidait sans rien attendre en retour. Quand ils arrivèrent à la maison, Louis sortit son cahier et barra la phrase qu'il avait écrite quelques jours auparavant. « Je ne sais pas si j'appartiens ici. » En dessous, il en écrivit une nouvelle. « Je suis toujours en train de trouver ma place, mais je vais la trouver. » Les semaines suivantes apportèrent plus de changements. Louis commença à participer davantage en classe, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Les professeurs remarquèrent son intelligence, sa détermination, sa capacité d'analyse. En mathématiques, il résolut un problème que personne d'autre n'avait pu. En histoire, il fit une présentation sur l'immigration allemande en France qui impressionna toute la classe. En littérature, il écrivit un essai sur l'importance de préserver les langues maternelles que le professeur lut à voix haute comme exemple. Peu à peu, Louis cessa d'être le nouveau pour devenir simplement Louis, l'élève brillant, le camarade prêt à aider, celui qui parlait allemand comme s'il y était né. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où il se sentait épuisé par l'effort de prouver constamment sa valeur, des nuits où il se demandait si ce serait un jour suffisant. Un après-midi, après un examen particulièrement difficile, il rentra à la maison plus silencieux que la normale. Sophie le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Louis laissa tomber son sac à dos sur le canapé. « Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. » Sophie s'assit à côté de lui. « C'est plus que ça. » Louis soupira. « Parfois, je sens que je dois être parfait, » admit-il. Comme si toute erreur allait confirmer ce que certains pensent, que je ne devrais pas être là. Sophie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'as pas à être parfait. Personne ne l'est. La seule chose que tu dois faire, c'est ton meilleur effort, et tu le fais déjà. » Louis sentit les larmes s'accumuler. « C'est difficile, maman. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. » Louis hocha la tête, laissant les larmes couler. Sophie le serra fort contre elle, le laissant se défouler. Quand ils se séparèrent, Louis s'essuya le visage. « Merci, maman. Toujours, » répondit-elle. Cette nuit-là, Louis écrivit dans son cahier une longue réflexion sur la pression, sur les attentes, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la gratitude, sur les opportunités, sur l'amour de sa mère et la mémoire de sa grand-mère. Il termina par une phrase qu'il se répéterait les jours difficiles. « Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être authentique. » À la fin du premier mois, l'école organisa une présentation culturelle. Chaque élève devait partager quelque chose sur son héritage ou ses intérêts. Beaucoup choisirent des présentations élaborées avec des vidéos et de la musique. Louis choisit quelque chose de plus simple. Il se tint devant la classe et récita un poème en allemand que sa grand-mère lui disait souvent. Il le récita lentement, avec émotion, la voix se brisant légèrement par endroits. Quand il eut terminé, il y eut un silence profond. Puis, des applaudissements. Valentine s'approcha de lui après. « C'était magnifique, » dit-elle, les yeux brillants. « Ta grand-mère serait fière. » Louis sourit. « Je l'espère. » Cet après-midi-là, quand Sophie vint le chercher, Louis courut vers elle avec un sourire sincère. « Maman, » dit-il, « je crois que j'ai finalement trouvé ma place. » Sophie le serra fort. « Tu l'as toujours eu, » répondit-elle. « Tu avais juste besoin de temps pour le voir. »« Nambara, Virondas, 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 Meisara, Dionysis, Virondas, Diondas, Batisara, Meisara. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, conversant sur la journée, sur la présentation, sur les plans pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux en paix. Le chemin n'avait pas été facile, il y aurait encore des défis à venir. Mais maintenant, ils savaient quelque chose de fondamental. Ils n'étaient pas seuls, et cela faisait toute la différence. Pendant que Louis s'adaptait à sa nouvelle réalité scolaire, Sophie faisait face à sa propre transformation.
Le passage du service de nuit au service de jour avait été plus significatif qu'elle ne l'imaginait, non seulement à cause des heures de sommeil récupérées, mais à cause de tout ce que cela représentait. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait marcher dans les couloirs de l'entreprise à la lumière du jour. Elle pouvait voir les visages des personnes avec qui elle partageait l'immeuble. Elle pouvait sentir qu'elle existait, non seulement comme une ombre qui passait la nuit en nettoyant ce que d'autres salissaient. Mais la transition ne fut pas simple. Le premier jour en service fixe, Sophie arriva à l'immeuble avec un mélange de nervosité et d'espoir. Le gardien de sécurité la salua différemment cette fois. « Bonjour, Sophie », dit-il en utilisant son prénom. « Vous avez votre nouvelle carte à la réception. » Sophie hocha la tête, pas encore habituée à être reconnue. « Merci. » À la réception, une femme lui remit la nouvelle carte. « Celle-ci est permanente », expliqua-t-elle. « Vous n'avez plus besoin de la renouveler chaque mois. » Sophie prit la carte avec des mains tremblantes. C'était une petite chose, mais pour elle, cela signifiait la stabilité. Cela signifiait qu'elle n'était pas temporaire, qu'il ne pouvait pas la renvoyer du jour au lendemain sans raison. Elle monta à l'étage des services, où elle aurait désormais sa base. Le superviseur l'attendait là, un homme d'âge mûr nommé Albert, qui avait 20 ans dans l'entreprise. « Bienvenue dans l'équipe, Sophie », dit-il en lui tendant la main. « Nous allons bien travailler ensemble. » Sophie lui serra la main. « Merci pour l'opportunité. » Albert lui montra les nouvelles zones assignées. Il lui expliqua les horaires, les routines, les attentes. Tout était plus organisé qu'avant, plus structuré. Il ne s'agissait plus de se présenter quand on l'appelait et de faire ce qui était urgent. Maintenant, il y avait un plan, un système, un rythme. « Vous allez remarquer qu'ici nous travaillons différemment », dit Albert pendant qu'il marchait. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de maintenir, d'anticiper, de prendre soin des espaces. Sophie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Je comprends. Et autre chose, » continua-t-il. « Ici, nous nous traitons tous avec respect. Peu importe le poste, peu importe la position, nous sommes une équipe. » Sophie sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été serré pendant si longtemps qu'elle ne le remarquait même plus. C'était la peur constante, le fait d'être toujours en alerte, d'attendre les mauvais traitements comme quelque chose de normal. « Merci », dit-elle simplement, parce qu'elle ne trouvait pas d'autres mots. Les premiers jours furent une adaptation. Sophie rencontra ses nouveaux collègues, 3 autres membres de l'équipe de nettoyage qui travaillaient au même horaire, 2 femmes et un homme, tous avec des années d'expérience. Au début, ils furent prudents avec elle. Ils savaient qu'elle était arrivée différemment, que son histoire était particulière, mais Sophie n'attendait pas de traitement spécial. Elle travaillait dur, arrivait tôt, restait jusqu'à ce que tout soit terminé. Une de ses collègues, une femme nommée Patricia, s'approcha d'elle après la première semaine. « Tu travailles bien », commenta-t-elle tandis qu'elles organisaient les chariots. « Tu ne restes pas à attendre que les autres fassent ta part. » Sophie haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on m'a appris. » Patricia sourit. « Ça se voit. Au fait, certains d'entre nous prennent un café avant le service. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. » Sophie sentit quelque chose de chaud se dilater dans sa poitrine. « J'aimerais bien », répondit-elle. Ce fut un geste simple, une invitation occasionnelle. Mais pour Sophie, cela signifiait l'acceptation. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement celle qu'Étienne Dubois avait aidée, mais une collègue de plus. Les matins commencèrent à avoir un nouveau rythme. Sophie se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Louis, l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus, puis prenait le sien pour le travail. Elle arrivait 15 minutes avant son service. Elle prenait un café avec Patricia et les autres, conversait sur des choses du quotidien. C'était une vie normale. Et pour Sophie, qui n'avait jamais eu de vie vraiment normale, c'était extraordinaire. Mais tout n'était pas facile. Il y avait encore des regards, il y avait encore des chuchotements. « C'est la femme dont il parle », entendit Sophie un jour en passant dans un couloir. « Celle que le patron a aidée. »« Oui », répondit une autre voix. « Pour le fils qui a sauvé le contrat allemand. » Sophie serra la poignée du chariot plus fort et continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière. Mais les mots restèrent à résonner. Cette nuit-là, pendant qu'elle dînait avec Louis, il remarqua son silence. « Tu vas bien, maman ?» demanda-t-il. Sophie hocha la tête. « Juste fatiguée. Mais Louis la connaissait trop bien. C'est plus que ça. » Sophie soupira. « Parfois, j'entends ce que les gens disent, » admit-elle, « à propos de nous, sur comment nous sommes arrivés ici. » Louis baissa sa fourchette. « Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'était de la chance? Que c'était une faveur? Que ce n'est pas par mérite ?» expliqua Sophie. Et même si je sais que ce n'est pas vrai, parfois les mots pèsent. Louis regarda sa mère avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 12 ans.
Tu sais ce que j'ai appris à l'école, dit-il. Que les gens auront toujours des opinions, mais la seule chose qui compte, c'est ce que tu sais de toi-même. Sophie sourit, les yeux humides. Quand es-tu devenue si sage? Quand j'ai eu une maman qui m'a appris à ne pas abandonner, répondit-il. Sophie tendit la main sur la table et Louis la prit. Ils restèrent ainsi un moment, en silence, se rappelant mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls. Les jours se transformèrent en semaines. Sophie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle connaissait mieux les espaces, anticipait les besoins, travaillait avec efficacité. Albert la félicitait régulièrement pour sa performance. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres, elle vit Étienne sortir d'une réunion. Il la remarqua et s'approcha. « Sophie, comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien, monsieur », répondit-elle. « Merci », Étienne secoua la tête. « Ne me remerciez pas, vous l'avez gagné. » Sophie hocha la tête, mais quelque chose dans son expression fit qu'Étienne s'arrêta. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Sophie hésita avant de répondre. « Parfois, je me demande si les gens pensent que je ne mérite pas d'être ici, » admit-elle. Que ce n'était que parce que Louis a aidé ce jour-là. Étienne la regarda fixement. « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Je pense que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été responsable, dévoué, que je n'ai jamais manqué sans raison, que je mérite la stabilité autant que n'importe qui. » « Exactement, » dit Étienne. « Et si quelqu'un pense différemment, c'est son problème, pas le vôtre. » Sophie sentit quelque chose se renforcer en elle. « Vous avez raison. » Étienne hocha la tête. « Continuez à travailler comme vous le faites. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Quand il s'éloigna, Sophie resta debout un moment. Puis elle retourna à son travail, mais maintenant avec le dos un peu plus droit, la tête un peu plus haute. Cet après-midi-là, Patricia l'invita à déjeuner avec l'équipe à la cafétéria du personnel. C'était la première fois que Sophie y entrait en tant qu'employée permanente. Avant, lorsqu'elle faisait des services de nuit sporadiques, elle mangeait seule dans un coin, rapidement, sans attirer l'attention. Maintenant, elle s'asseyait à une table avec ses collègues, conversant, riant. Ils parlaient de leur famille, de leurs plans pour le week-end, de leurs préoccupations quotidiennes. « Ma fille veut un chien », disait Patricia. « Mais nous vivons dans un petit appartement. Le mien veut aller à un concert », commenta un autre. « Mais les billets sont trop chers. » Sophie écoutait plus qu'elle ne parlait, mais elle se sentait partie de quelque chose. C'était un sentiment nouveau, chaleureux, réconfortant. « Et ton fils ?» demanda Patricia. « Comment va-t-il à la nouvelle école ?» Sophie sourit. « Bien. Il a eu un début difficile, mais maintenant, il trouve sa place. C'est un bon garçon, » commenta Albert, qui s'était joint à la table. « Je l'ai vu ce jour de l'appel. Il a du tempérament. » Sophie hocha la tête avec fierté. Il en a. Quand le déjeuner se termina, Sophie retourna à son travail en se sentant différente. Non seulement reconnaissante pour l'opportunité, mais digne d'elle. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une faveur. C'était la reconnaissance d'années de travail acharné, de dévouement silencieux, de n'avoir jamais abandonné. À la fin de la journée, tandis qu'elle rangeait ses affaires dans le casier assigné, un autre symbole de permanence, Sophie se regarda dans le petit miroir qu'elle avait collé à l'intérieur. La femme qui lui renvoyait son regard avait des rides de fatigue, des mains rugueuses d'années de travail acharné, mais elle avait aussi des yeux plus brillants qu'avant, une posture plus ferme. C'était la même femme qui était entrée dans l'immeuble des mois auparavant, nerveuse et effrayée, espérant être invisible, mais maintenant elle se voyait elle-même, et cela changeait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La routine de Sophie devint naturelle, automatique. Elle connaissait chaque coin de l'immeuble, chaque tâche difficile, chaque détail qui nécessitait une attention particulière. Mais plus important encore, elle connaissait les gens. Elle apprit les noms des cadres qui passaient pressés. Elle savait qui prenait du café noir et qui le préférait avec du lait. Elle connaissait quels bureaux restaient ordonnés et lesquels étaient toujours en désordre. Et quelque chose de curieux commença à se produire. Les gens commencèrent à la saluer. Ce n'était pas universel. Beaucoup passaient encore sans la voir, absorbés par leur téléphone, par leurs préoccupations. Mais d'autres s'arrêtaient. « Bonjour Sophie. » Intensely, and by tent 4. The very company does the master. No tent. Comment allez-vous? Comment va votre fils? Au début, Sophie répondait avec surprise, presque avec méfiance. Mais elle apprit progressivement à accepter ces interactions comme ce qu'elles étaient, une reconnaissance de base de l'humanité. Un matin, alors qu'elle nettoyait la zone de repos, une des jeunes cadres s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous la mère du garçon qui parle allemand ?» demanda-t-elle. Sophie se redressa. « Oui, c'est moi. » La femme sourit. «
Mon frère cadet est dans la même école. Il m'a parlé de la présentation que votre fils a faite. Il a dit que c'était impressionnant. Sophie sentit sa poitrine se gonfler de fierté. C'est un bon garçon. On voit qu'il a eu une bonne enseignante, commenta la cadre. Peu d'enfants valorisent l'apprentissage comme lui. Quand la femme s'éloigna, Sophie resta debout, tenant le chiffon de nettoyage, sentant quelque chose de chaud parcourir son corps. Ce n'était pas seulement de la fierté pour Louis, c'était quelque chose de plus profond. C'était la validation que tout l'effort, tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil avaient valu la peine. Mais tout n'était pas des moments lumineux. Il y avait aussi des jours sombres. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres, elle entendit une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. « Il est évident qu'Étienne a fait ça pour l'image », disait une voix masculine. Après l'histoire du contrat, il avait besoin de bien paraître. Une autre voix répondit d'un ton cynique. « Typique. Ils embauchent une femme de ménage permanente, donnent des avantages à son fils et se lavent les mains en disant qu'ils sont une entreprise inclusive. » Sophie sentit son estomac se contracter. Elle resta paralysée derrière la porte, le cœur battant fort. « Au moins le garçon semble intelligent », continua la première voix. « Mais combien de temps ça va durer? Ces cas de charité ne finissent jamais bien. » Sophie serra les poings. Elle voulait entrer, elle voulait se défendre, elle voulait leur crier qu'ils se trompaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle savait que leur donner la satisfaction de l'avoir affecté ne ferait que confirmer leurs préjugés. Elle prit une profonde inspiration, se força à se calmer et continua son travail. Mais les mots restèrent plantés comme des épines. Cette nuit-là, Sophie ne raconta rien à Louis. Elle ne voulait pas le charger du poids des opinions des autres. Il en avait déjà assez avec ses propres batailles, mais Louis le remarqua quand même. « Maman, tu es sûre que tu vas bien ?» demanda-t-il pendant qu'il dînait. Sophie força un sourire. « J'ai juste eu une longue journée. » Louis l'observa avec ses yeux qui semblaient voir trop. « Si quelqu'un te dit quelque chose de mal, ne les écoute pas, » dit-il. « Nous savons la vérité. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Comment es-tu devenue si perspicace ?»« J'ai eu une bonne enseignante, » répondit Louis avec un petit sourire. C'était un écho de ce que la cadre lui avait dit ce matin-là. Sophie rit doucement en s'essuyant les yeux. « Je suppose que oui. » Les jours continuèrent. Sophie continuait de travailler avec le même dévouement, avec la même excellence, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'était ce qu'elle était. Le travail acharné était dans sa nature, dans ses os. Un vendredi après-midi, Albert l'appela à son bureau. Sophie ressentit un moment de panique irrationnelle. Avait-elle fait quelque chose de mal? Allait-il la renvoyer? « Calme-toi », dit Albert, remarquant son expression. « Ce sont de bonnes nouvelles. » Sophie respira, soulagée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Albert lui tendit une enveloppe. « C'est ton évaluation du premier trimestre », expliqua-t-il. « Je veux que tu la voies. Auen bisando, bisen, dalovalia, bisen. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un document avec plusieurs catégories. Ponctualité, qualité du travail, attitude, travail d'équipe. Dans toutes les catégories, il y avait des marques d'excellent. À la fin, il y avait un commentaire écrit à la main. Sophie a prouvé être une employée exemplaire. Son dévouement et son professionnalisme sont un atout pour l'équipe. Je recommande d'envisager des opportunités de croissance. Sophie lut les mots 2 fois, 3 fois. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « C'est » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Albert sourit. « C'est ce que vous méritez. Vous avez travaillé dur, Sophie, et ça se voit. » Sophie sentit les larmes couler librement maintenant. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas, » répondit Albert. « Vous l'avez gagné. » Quand Sophie sortit du bureau, elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. D'une certaine manière, c'était le cas. C'était la preuve tangible que ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur, c'était du mérite. Cette nuit-là, elle montra le document à Louis. Il le lut attentivement, puis il la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. » Sophie rit entre ses larmes. « Je suis censé dire ça de toi. »« Nous pouvons être fiers l'un de l'autre, » répondit Louis. Ils restèrent enlacés un long moment, deux personnes qui avaient tant lutté et qui voyaient enfin les fruits de cette lutte. Le week-end, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle invita sa sœur à manger. Non pas dans un restaurant cher, mais chez elle, avec de la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Mais c'était un luxe de pouvoir le faire sans compter chaque centime, sans s'inquiéter si cela allait suffire pour le reste du mois. Sa sœur arriva avec des fleurs, un geste simple mais significatif. Quand elle vit l'évaluation de Sophie encadrée dans la cuisine,
Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai toujours su que tu étais spécial, dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. Mais maintenant le monde le sait aussi. Sophie secoua la tête. Pas le monde, juste quelques personnes, mais ça suffit. Elles mangèrent, conversèrent, rirent. Louis leur raconta ses cours, ses nouveaux amis, le projet d'allemand sur lequel il travaillait. La maison se remplit de voix, de joie, de vie. Quand sa sœur partit, Sophie resta à la porte, la regardant s'éloigner. Louis se tint à ses côtés. « C'était une bonne journée », commenta-t-il. Sophie passa son bras sur ses épaules. C'était une très bonne journée. Le lundi suivant, Sophie arriva au travail avec une énergie renouvelée, salua le gardien par son prénom, conversa brièvement avec la réceptionniste, monta à l'étage d'un pas ferme. À la cafétéria, Patricia l'attendait avec un café. « J'ai vu ton évaluation », dit-elle avec un sourire. « Albert nous a raconté. Félicitations. » Sophie sourit. « Merci. Tous les mérites, continua Patricia. Tu as travaillé comme personne. » Pendant qu'elle prenait un café, Sophie réalisa quelque chose. Elle n'était pas seule. Non seulement elle avait Louis, non seulement elle avait sa sœur, elle avait des collègues, elle avait une équipe, elle avait des personnes qui la voyaient, qui la valorisaient. Pendant son service ce jour-là, Sophie travailla avec une sensation de but renouvelée. Ce n'était pas juste un travail, c'était son travail. Ce n'était pas juste un lieu, c'était sa place. En milieu d'après-midi, alors qu'elle nettoyait près des bureaux, elle vit Étienne converser avec quelques cadres. Il la remarqua et lui fit un bref geste de la tête. Sophie répondit de la même manière. Il n'avait pas besoin de mots. Ce simple échange disait tout ce qui était nécessaire. Reconnaissance mutuelle, respect, compréhension que tous deux avaient fait leur part. À la fin de la journée, tandis qu'elle rangeait ses affaires, Sophie regarda autour du vestiaire. Son nom était sur un casier. Son uniforme pendait, propre et repassé. Son évaluation avait été excellente. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis. Il y avait encore des jours difficiles. Mais c'était une vie digne. Une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec son propre effort. Et cela, pensa Sophie en fermant son casier, c'était plus que ce que beaucoup avaient. Elle sortit de l'immeuble avec le soleil qui brillait encore. Louis l'attendrait à la maison, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Ils dîneraient ensemble, converseraient sur leur journée, planifieraient l'avenir, un avenir qui maintenant, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant. Sophie marcha vers l'arrêt de bus, la tête haute, les épaules droites. Elle n'était pas la même femme qui était entrée dans cet immeuble des mois auparavant, effrayée et demandant pardon d'exister. Elle était quelqu'un de plus fort maintenant, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre de la place. Et quand elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville défiler, Sophie sourit parce qu'elle comprenait finalement quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été invisible, elle avait juste attendu que quelqu'un regarde vraiment. Et maintenant qu'il le faisait, elle était prête à briller. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où un téléphone avait sonné et tout avait changé. 6 mois pendant lesquels Louis avait transformé son insécurité en confiance. Pendant lesquels Sophie avait cessé de s'excuser d'exister. 6 mois pendant lesquels tous deux avaient appris quelque chose de fondamental. La valeur ne s'offre pas, elle se reconnaît. C'était un vendredi après-midi et l'école organisait son événement annuel de clôture du semestre. Louis avait été sélectionné pour prononcer un discours en représentation des nouveaux élèves. Quand on lui annonça la nouvelle, sa première réaction fut la panique. « Je ne peux pas faire ça », dit-il à Sophie ce soir-là. « Parler devant toute l'école, devant les parents, devant tout le monde. » Sophie le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait pas d'excuses. « Tu as déjà parlé devant des cadres quand tu as sauvé un contrat de plusieurs millions ?» dit-elle. « Ce n'est pas différent. »« C'est complètement différent », protesta Louis. « C'était par téléphone. Là, c'est en face, à face, avec des centaines de personnes. » Sophie s'assit en face de lui. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit cette fois-là ? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être authentique. » Louis soupira. « Je m'en souviens. »« Alors, sois juste toi-même, » dit-elle. « Raconte ton histoire. Les mots qui viennent du cœur trouvent toujours leur chemin. » Pendant les jours suivants, Louis travailla sur son discours. Il écrivit version après version, chacune différente de la précédente. Certaines étaient trop formelles, d'autres trop décontractées. Rien ne semblait juste. Un soir, alors qu'il luttait avec les mots, Sophie entra dans sa chambre. « Je peux voir ?» demanda-t-elle. Louis lui tendit le cahier avec frustration. « Ça ne va pas bien. » Sophie lut en silence. Puis elle regarda son fils.
Tu essayes d'écrire ce que tu crois qu'ils veulent entendre, dit-elle. Mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ta vérité. Et quelle est ma vérité? Demanda Louis. Sophie ferma le cahier et le lui rendit. C'est une réponse que toi seul peux donner. Cette nuit-là, Louis resta éveillé tard. Il ferma les yeux et pensa à sa grand-mère. Il pensa aux après-midi chez elle, à l'odeur de sa cuisine, au son de sa voix, lui apprenant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Il pensa à sa mère, travaillant des services impossibles, sacrifiant tout pour lui donner des opportunités. Il pensa à ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il se taisait. Et alors, les mots commencèrent à couler. Le jour de l'événement arriva avec un ciel dégagé. Sophie demanda la permission au travail pour y assister. Étienne lui donna personnellement son accord. « Va voir ton fils », lui dit-il. « C'est important. » Quand Sophie arriva à l'auditorium de l'école, elle fut impressionnée par la taille du lieu. Il y avait des centaines de chaises, une grande scène, des lumières professionnelles. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Elle s'assit dans l'une des rangées du milieu, entre d'autres parents bien habillés qui conversaient sur les vacances et les universités. Sophie portait ses meilleurs vêtements, mais se sentait quand même à l'écart, jusqu'à ce qu'elle se souvienne des paroles de son fils. « Je n'ai pas besoin d'être comme eux, j'ai juste besoin d'être moi-même. » L'événement commença par la directrice qui souhaitait la bienvenue. Ensuite, il y eut des présentations musicales, des reconnaissances académiques, des prix sportifs. Sophie applaudissait poliment, mais son cœur battait plus fort à mesure que le moment du discours de Louis approchait. Finalement, la directrice annonça « Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène l'un de nos nouveaux élèves, qui nous partagera quelques réflexions. Louis Mendez. » Sophie sentit son cœur sauter à sa gorge. Elle vit son fils monter sur scène, marchant d'un pas mesuré. Il portait une chemise simple mais propre, un pantalon qu'elle avait repassé avec soin ce matin-là. Ce n'étaient pas des vêtements chers, mais c'était digne. Louis se tint devant le microphone. Pendant un moment, il sembla se figer. Sophie put voir la panique dans ses yeux tandis qu'il regardait la mère de visage devant lui. Mais alors Louis prit une profonde inspiration et commença à parler. « Bonsoir. Mon nom est Louis, et il y a 6 mois, je ne savais pas si j'appartenais ici. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Je viens d'un endroit différent de beaucoup d'entre vous. Ma maman travaille dans le nettoyage. Nous vivons dans un petit appartement où parfois nous entendons les voisins se disputer à travers les murs. Avant de venir ici, j'allais à une école où les livres étaient abîmés et les fenêtres ne fermaient pas bien en hiver. » Sophie sentit les larmes se former. Certains parents dans l'auditorium se remuèrent, mal à l'aise, mais Louis ne s'arrêta pas. « Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé que je devrais cacher ça. J'ai pensé que je devrais faire semblant d'être quelqu'un de différent. Mais ma mère m'a appris quelque chose d'important. L'origine ne définit pas la destination. L'effort, si. » La voix de Louis devint plus ferme. « J'ai appris l'allemand avec ma grand-mère, pas dans une école chère ou avec des professeurs certifiés. Je l'ai appris dans une petite cuisine, entre des casseroles et des souvenirs, parce qu'elle avait besoin de parler sa langue pour ne pas oublier qui elle était. Et j'avais besoin de l'écouter pour ne pas oublier que les choses les plus précieuses ne viennent pas toujours emballées dans du luxe. » Certains parents commencèrent à prêter plus d'attention. Les élèves étaient complètement silencieux. Un jour, cette langue que j'ai apprise par amour m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un, et cette aide m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles. Mais ce n'est pas la langue qui a vraiment compté. Ce fut l'attention, ce fut le dévouement, ce fut de ne pas avoir peur d'utiliser ce que j'avais, même si ce n'était pas parfait. Louis fit une pause, cherchant les mots justes. Être ici m'a appris que le privilège n'est pas mauvais. Avoir des ressources n'est pas mauvais, mais ignorer ceux qui n'en ont pas, pour supposer que seules certaines personnes méritent des opportunités, ça c'est un problème. Sophie vit quelques parents hocher la tête. « Je ne suis pas ici pour faire sentir coupable qui que ce soit », continua Louis. « Je suis ici pour vous rappeler que le talent existe partout. L'intelligence existe partout. Le dévouement existe partout. Mais l'opportunité, non. » Sa voix était maintenant claire, forte, sans trace de peur. Alors, à mes camarades qui viennent de familles comme la mienne, je dis, n'ayez pas honte. Utilisez votre histoire comme une force, pas comme une excuse. Travaillez 2 fois plus si nécessaire, mais n'acceptez jamais que vous méritez moins. Il regarda directement l'auditoire. Et à ceux qui ont plus, je demande, ne regardez pas ailleurs. Ne supposez pas que les personnes ayant des emplois humbles sont invisibles. Ma mère nettoie des bureaux, mais elle m'a aussi enseigné des valeurs qu'aucun argent ne peut acheter. La dignité ne vient pas avec un titre de poste, elle vient de la façon dont nous traitons les autres.
Le silence dans l'auditorium était absolu. Il y a 6 mois, un appel téléphonique a changé ma vie. Mais pas parce que j'ai répondu en allemand, ma vie a changé parce que quelqu'un a décidé de voir au-delà de l'évidence. Quelqu'un a décidé que le potentiel compte plus que l'emballage. Louis prit une profonde inspiration pour sa phrase finale. Vous avez tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, de voir le talent où d'autres voient des limitations, d'ouvrir des portes au lieu de construire des murs. Car au final, on ne se souviendra pas de nous par combien nous avons eu, mais par combien nous avons partagé. Il fit une pause. Merci pour cette opportunité, et merci, maman, de m'avoir appris que je mérite d'être ici. Louis descendit de la scène tandis que l'auditorium explosait en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements sincères, enthousiastes. Certains parents se levèrent, puis d'autres, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. Sophie pleurait ouvertement maintenant, peu importe qui la voyait. Son fils, cet enfant qui avait tant porté sur ses petites épaules, venait de parler avec une clarté et une maturité à couper le souffle. Quand Louis descendit de la scène, il marcha directement vers sa mère. Sophie le serra fort, sentant son corps trembler d'adrénaline et de soulagement. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. « Je suis si fière. » Louis s'accrocha à elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils restèrent enlacés tandis que l'événement continuait autour d'eux. 2 personnes qui avaient lutté contre tout pour arriver jusqu'ici. Après l'événement, plusieurs parents s'approchèrent de Sophie et Louis. Certains pour féliciter, d'autres simplement pour leur serrer la main. Une femme élégante s'arrêta devant Sophie. « Votre fils a un avenir brillant », dit-elle avec sincérité. « Et il est clair d'où vient cette force. » Sophie sentit son visage s'échauffer, mais cette fois non pas de honte, mais de fierté. « Merci », répondit-elle, la tête haute. Valentine courut vers Louis. « C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu », dit-elle, émue. « Tu as fait pleurer la moitié de l'auditorium. » Louis rit nerveusement. « J'espère que c'était de bonnes larmes. »« Les meilleures », confirma-t-elle. Pendant qu'il sortait de l'auditorium, Sophie remarqua quelqu'un qui attendait près de l'entrée. C'était Étienne Dubois. Il portait des vêtements décontractés, pas le costume habituel. Sophie fut surprise de le voir là. « Monsieur Dubois », dit-elle en s'approchant. « Je ne savais pas que vous viendriez. » Étienne sourit. « Je n'aurais pas voulu le manquer, » répondit-il. « Après tout, j'ai une certaine responsabilité dans cette histoire. » Il se tourna vers Louis. « Ce discours était exceptionnel, jeune homme. Tu as dit des vérités que beaucoup d'adultes n'osent pas dire. » Louis baissa modestement le regard. « J'ai juste dit ce que je ressentais. » « C'est exactement ce qui l'a rendu puissant, » répondit Étienne. Ils marchèrent ensemble vers le parking. Étienne leur raconta qu'il avait suivi de près les progrès des deux, les évaluations de Sophie, les notes de Louis. Tout avait dépassé les attentes. « Mais cela ne me surprend pas, » ajouta-t-il. « Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le prouver. » Sophie sentit quelque chose se briser en elle, mais dans le bon sens. Comme lorsqu'un barrage qui a retenu l'eau trop longtemps s'ouvre finalement. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, « de nous avoir vus quand nous étions invisibles. » Étienne secoua la tête. « Vous n'avez jamais été invisible, Sophie. Vous étiez juste dans un système qui ne savait pas regarder. C'est ce système qui doit changer, n'est-ce pas ?» Ils se dirent au revoir, par une poignée de main. Mais avant de partir, Étienne se tourna une dernière fois. « Au fait, » dit-il, nous mettons en place un programme de bourse dans l'entreprise pour les enfants d'employés qui font preuve d'excellence académique. Louis en a été l'inspiration. Sophie sentit les larmes revenir. Vraiment, vraiment, confirma Étienne. Parfois, une histoire a le pouvoir de changer plus qu'une vie. Elle peut changer toute une culture. Quand il partit, Sophie et Louis restèrent debout dans le parking, traitant tout ce qui s'était passé. « Maman, » dit Louis après un moment, « tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais bien fait ?» Sophie hocha la tête. « Le jour où tu as décroché le téléphone. » Louis sourit. « Maintenant je sais la réponse. Je n'ai pas bien fait juste en décrochant. J'ai bien fait parce que je n'ai pas eu peur d'être qui je suis. » Sophie le serra encore dans ses bras. C'est la leçon la plus importante de toutes. Les mois suivants apportèrent plus de changements. Louis continua de se démarquer à l'école, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Il devint tuteur bénévole pour les élèves qui avaient des difficultés avec les langues. Sa patience et son empathie le rendaient exceptionnel dans ce rôle. Sophie, de son côté, fut promue chef d'équipe de service. C'était une petite position, mais significative. Maintenant, elle avait son propre petit bureau, sa propre équipe, et elle traitait chaque membre avec le respect qu'elle-même avait tant souhaité pendant des années. Patricia plaisantait en disant qu'elle était la chef la plus gentille qu'elle ait jamais eue. Sophie répondait que la gentillesse ne signifiait pas la faiblesse.
Cela signifiait se souvenir d'où l'on venait. 1 an après le jour où tout avait changé, l'entreprise organisa un événement annuel pour les employés. C'était la première fois que Sophie assistait à quelque chose comme ça. Étienne monta sur scène pour prononcer un discours sur les réalisations de l'année. « Et je veux reconnaître quelque chose de spécial », dit-il en regardant l'auditoire. « Il y a 1 an, nous avons failli perdre un contrat crucial, non par manque de capacité, mais par manque de vision. Une situation inattendue nous a montré que le talent et la valeur existent dans des endroits où nous ne regardions pas. » Sophie sentit tous les yeux se tourner vers elle. Depuis lors, nous avons mis en œuvre des changements importants, des programmes de développement pour tous les employés, quelle que soit leur position, des bourses pour les familles, une formation linguistique et, surtout, une culture qui valorise chaque personne, pas seulement celles qui sont dans les bureaux d'en haut. Des applaudissements remplirent la salle. Je tiens à remercier tout particulièrement Sophie Mendez et son fils Louis de nous avoir rappelé que l'excellence n'a pas de pédigree. Elle a juste besoin d'opportunités. Sophie sentit des larmes aux yeux, mais cette fois elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement tandis que toute la salle applaudissait. Cette nuit-là, de retour à la maison, Louis et Sophie dînèrent ensemble comme toujours. Mais la conversation était différente. Ils ne parlaient plus de survie, ils parlaient de rêve. « Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand ?» demanda Louis. Sophie sourit. « Quoi ? Je veux créer des programmes de langue pour les communautés qui n'y ont pas accès, dit-il. Je veux que d'autres enfants comme moi puissent apprendre, non pas parce que leurs parents peuvent payer, mais parce qu'ils en ont le désir. » Sophie sentit son cœur se dilater. « Ta grand-mère serait si fière. » Louis hocha la tête. « Et toi, maman, qu'est-ce que tu veux faire ?» Sophie réfléchit un instant. « Je veux rester où je suis, » répondit-elle. « Mais je veux m'assurer qu'aucune personne dans mon équipe ne se sente invisible. Je veux être pour les autres ce qu'Étienne a été pour nous. C'est un bel objectif, » dit Louis. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la simplicité d'être ensemble. « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça ?» dit finalement Sophie. « Quoi ? Que tout a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique. Un moment qui aurait pu passer inaperçu a tout changé. » Louis réfléchit à cela. « Ce n'était pas seulement l'appel, maman. C'était tout ce qui est venu avant. Les nuits où tu as travaillé, les fois où tu t'es sacrifié pour que j'aie des fournitures scolaires, les après-midi avec mamie. Tout cela m'a préparé pour ce moment. » Sophie sentit des larmes à nouveau. « Parfois, nous ne savons pas que nous nous préparons à quelque chose de grand. »« Peut-être que c'est le but, » répondit Louis. « Nous devons toujours être prêts car nous ne savons jamais quand notre opportunité arrivera. » 2 ans plus tard, Louis obtint son baccalauréat, diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Sophie était au premier rang, pleurant de fierté. Étienne assista également à la cérémonie, ainsi que plusieurs collègues de l'entreprise qui avaient suivi l'histoire. Quand Louis reçut son diplôme, l'applaudissement fut assourdissant. Mais au-delà de la reconnaissance académique, ce qui importait vraiment, c'était le chemin qu'il avait parcouru pour arriver là. Dans son discours de remise des diplômes, Louis parla à nouveau d'opportunités, de voir au-delà des apparences, du pouvoir d'une personne qui décide de faire la différence. « Nous avons tous un appel à décrocher, dit-il. Pas nécessairement en allemand, pas nécessairement dans un bureau, mais nous avons tous ce moment où nous pouvons choisir entre nous taire ou parler, entre nous cacher ou nous montrer, entre accepter que le monde est injuste ou travailler pour le changer. » Ces paroles résonnèrent dans l'auditorium rempli de diplômés et de familles. « J'ai choisi de parler, » continua-t-il. « Ma mère a choisi de continuer à se battre alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, et quelqu'un d'autre a choisi de voir notre valeur quand personne d'autre ne le faisait. Ces choix ont changé nos vies. » Il regarda directement l'auditoire. « Que choisirez-vous » L'applaudissement qui suivit fut tonitruant. Des années plus tard, Louis tiendrait sa promesse. Il créa une fondation d'enseignement des langues pour les communautés marginalisées. Sophie continua dans l'entreprise, devenant finalement responsable des opérations, et Étienne étendit ses programmes d'opportunités à d'autres entreprises. Mais le plus important n'était pas les titres ni les réalisations, c'était le changement silencieux qui s'était produit dans des centaines de vies. Les personnes qui furent vues quand elles étaient avant invisibles, les talents qui furent reconnus quand ils étaient avant ignorés, les portes qui s'ouvrirent quand elles étaient avant fermées. Car au fond, ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant qui a décroché un téléphone. C'était l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un décide de regarder au-delà de l'évidence. Quand quelqu'un choisit la dignité plutôt que l'indifférence, quand quelqu'un comprend que la valeur humaine ne se mesure pas par le poste, ni par le compte bancaire, mais par le cœur et l'effort. Sophie et Louis n'oublièrent jamais d'où ils venaient.
mais ils ne laissèrent pas non plus cela définir jusqu'où ils pouvaient aller. Et quelque part, dans un lieu au-delà du temps, Mamie Manon souriait parce que les mots qu'elle avait enseignés à son petit-fils dans cette petite cuisine n'avaient pas seulement préservé une langue, ils avaient préservé une connexion, une mémoire, un héritage qui finirait par changer des vies. Parfois, les plus grandes choses commencent par les plus petits gestes. Une grand-mère enseignant des mots, une mère travaillant en silence, un enfant décrochant un téléphone et un homme décidant de voir. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie, ou peut être pour changer le monde.